Salut à tous les petits nouveaux, salut Maureen notamment. Nous filons dans un avion, celui qui a emmené Xi Jinping sur les tarmacs européens, le président chinois qui revient sur le continent européen pour la première fois depuis le 19 et la fin du Covid. La France d'abord, puis la Serbie avec un saut à Belgrade, puis la Hongrie avec un stop à Budapest. Une visite sur fond de tensions commerciales et géopolitiques. Emmanuel Macron l'a accueilli à l'Elysée en appelant à des règles commerciales équitables, disait le président de la République, alors que les différences s'accumulent entre l'Europe et la Chine et à une coordination décisive sur la guerre en Ukraine. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France de 2011 à 2014. Vous avez commis Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou chez Talendier, paru en poche cet automne. Et on peut vous écouter sur un À voix nue sur France Culture chez nos camarades du 5e étage, je crois. À vos côtés, en face de moi, Emmanuel Véron, vous êtes enseignant-chercheur associé à l'école navale et à l'INALCO, c'est Langzhou. Vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine. Bonjour. Bonjour, et vous avez commis La Chine face au monde, une puissance résistible, paru chez Capit Muscas. Et on va, je pense, parler beaucoup de ça, je crois aujourd'hui. À vos côtés, et aussi en face de moi, Christian Lequesne. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po, vous êtes spécialiste des questions diplomatiques. Vous avez commis Le Diplomate et les Français de l'étranger, paru aux presses de Sciences Po. Bonjour à tous les trois et bienvenue. Alors, pas de visa touristique pour les Français, pas de taxe provisoire pour le cognac, voilà pour les quelques petites bonnes nouvelles. Le dossier ukrainien, lui, est resté ouvert, ce n'est pas le seul. On va parler probablement un peu de ça pendant une heure. Xi Jinping n'avait plus mis les pieds sur le continent depuis 2019. Une demi-décennie, c'est une éternité en diplomatie, Sylvie Berman ? Oui, c'est assez long pour la deuxième puissance mondiale, effectivement, et puis pour deux pays membres permanents du Conseil de sécurité. Mais il y a eu la longue période du Covid, où de toute façon le président chinois ne quittait pas son pays. Et puis de toute façon, la rencontre cette année était incontournable, puisque c'est le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. 2019, c'était 55 ans. Et moi, j'avais eu la chance, puisque j'étais ambassadeur à l'époque, d'organiser la visite de 2014 pour la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques. Bon, je vous ai sous la main, Sylvie Berman. Xi Jinping, il est comment ? Vous l'avez rencontré, donc ? Alors, Xi Jinping, en réalité, dans ces circonstances-là, il est généralement souriant et aimable. Alors, la situation a bien changé en Chine et dans le monde depuis sa précédente visite. Il y a en particulier la guerre en Ukraine, il y a eu le zéro Covid qui a isolé la Chine du reste du monde, il y a la tentation protectionniste de tous, en réalité, c'est-à-dire des États-Unis, on le sait, avec l'IRA. L'Union européenne s'est dotée d'instruments normalement contre tout le monde, erga omnes, mais en réalité, ça vise en particulier la Chine sur la question des subventions, des taxes, et elle a également adopté un instrument anti-coercition pour protéger les pays de sanctions chinoises, parce que la Chine est protectionniste. Elle l'est depuis longtemps, puisque le marché n'est pas ouvert dans tous les secteurs, mais elle l'est particulièrement aujourd'hui, parce que chaque pays cherche à se protéger d'une trop grande dépendance par rapport à un autre. Et donc, voilà, la situation a changé. Puis évidemment, la guerre en Ukraine, puisque on a tendance à associer la Chine dans l'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est pour ça d'ailleurs que Xi Jinping a dit qu'il ne voulait pas qu'on salisse la Chine. En réalité, la Chine n'a pas voulu cette guerre. La Chine est embarrassée par cette guerre, parce que ça porte atteinte effectivement au commerce international, aux relations internationales, mais elle n'a pas le choix, puisqu'ils ont un ennemi commun. Donc c'était un peu une illusion depuis le début, quand l'Europe s'est dit on va obtenir des pressions de la part de Xi Jinping. Puis Xi Jinping, il réalise, pour le moment, Poutine n'y est pas prêt. Mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet qui est évidemment important pour nous, mais il faut qu'il entende nos messages, et je pense qu'à cet égard, c'est utile. Christian Lequesne, je vous voyais acquiescer largement au propos de Madame l'ambassadrice. Oui, je suis d'accord avec Sylvie Berman. Je pense que cette visite est une visite importante parce qu'il y a eu la période du Covid, et donc pour un pays comme la France, il est nécessaire de parler avec un grand partenaire malgré tout ce que nous savons
des dérives de la vie politique interne et de l'autoritarisme qui est grandissant en Chine. Mais la diplomatie, c'est aussi parler avec ceux qui, hélas, ne respectent pas les droits de l'homme. Je pense que la question commerciale est une question absolument fondamentale, et c'est une question qui se pose pas seulement à la France, mais aux pays de l'Union européenne. L'Union européenne est un grand partenaire commercial dans une période qui est une période où tout le monde est en train de revenir sur les principes du libre-échange, et les Chinois, eux, ont toujours été peut-être plus protectionnistes que l'Union européenne, mais en tout cas l'Union européenne, on le voit bien avec la question des voitures électriques, avec la question des batteries, aujourd'hui est en train de réagir. Et puis il y a cette guerre en Ukraine. Sylvie Berman disait cette guerre, les Chinois ne l'ont pas voulu. Je partage ce point de vue, et en même temps les Chinois ne peuvent pas être les alliés de l'Occident. Ça n'est pas possible, et en particulier ils ne peuvent pas être les alliés des États-Unis d'Amérique. Donc ils jouent un jeu qui est un jeu qu'on ne peut pas qualifier de neutre. Il est évident que tout ce qui déstabilise l'Occident et tout ce qui déstabilise le pouvoir de ceux qui ont fait l'ordre libéral international va dans le sens des attentes de la Chine, mais en même temps, il n'y a pas chez les Chinois un soutien super enthousiaste non plus à la Russie. Mais je pense que ce qui caractérise la diplomatie chinoise, on a parlé de réalisme, moi je dirais que c'est une diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire ce qui est important, c'est de faire des transactions allant dans le sens des intérêts. Voilà, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Emmanuel Véron, vous souscrivez ? Oui, il est intéressant d'observer je reviens sur le sujet on aura le temps de le développer, de la Chine et de la Russie. À mesure qu'il y a un déficit commercial qui se creuse entre marché consolidé européen, 450 millions de consommateurs en Union européenne, donc qui est extrêmement important pour la Chine, parce que c'est un vrai marché captif qui dégage de l'argent, et c'est fort juteux, si je puis dire, et important pour la Chine. Et bien en même temps, vous avez une consolidation du lien entre la Chine et la Russie, à tous les niveaux. Diplomatiques, des positions sur différents grands sujets internationaux, des votes, des vétos plus ou moins coordonnés au Conseil de sécurité des Nations Unies sur différents sujets internationaux, différentes crises internationales. Vous avez un accroissement significatif du commerce bilatéral sino-russe depuis 18 mois ou depuis 2 ans et demi. Très significatif, très très significatif, et qui est dans une tendance depuis au moins une grosse décennie, de cette consolidation des liens entre Moscou et Pékin. Et on pourrait ouvrir, si vous voulez, le détail sur quels sont les produits échangés, bien évidemment des matières premières depuis la Russie vers la Chine, et en retour des biens manufacturés, des technologies, des véhicules, etc., depuis la Chine vers la Russie. Mais c'est aussi une consolidation des liens en matière stratégique, en matière militaire, beaucoup plus discret, derrière le rideau, si je puis dire, comme on dit généralement. Ce qui vient donner une sorte d'antagonisation des mondes qu'on ne souhaite ou qu'on ne souhaite pas, mais enfin la réalité est là. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une sorte de consolidation, d'articulation sino-russe avec d'autres pays de la plaque eurasiatique. Je pense ici à l'Iran, je pense au régime nord-coréen, et notamment toujours dans le dossier de la guerre en Ukraine. On se souvient de la livraison d'obus dans les stocks nord-coréens en direction de l'Ukraine, via la Russie bien sûr, en direction de l'Ukraine à la fin de l'été 2023, de nouveau au début de l'année 2024, de nouveaux stocks, etc. Donc on se pose la question sur ces sujets-là, donc soutien implicite, etc. Bref, consolidation du lien sino-russe, et en même temps, je reviens à notre sujet européen et commercial, une asymétrie qui est croissante, c'est-à-dire qu'on importe toujours plus
de Chine, malgré les logiques de protectionnisme, malgré le raidissement du monde, malgré les tensions, etc. On importe toujours plus de Chine et on a toutes les difficultés du monde à continuer de pouvoir exporter en direction de ce fameux marché chinois que l'on a en écho depuis une quarantaine d'années comme étant 1,3 milliard, 1,3 milliard de consommateurs, dont marché extrêmement important, etc. Bref, il y a un manque de réciprocité. C'était d'ailleurs l'un des mots-clés qui ressort de la rencontre entre Xi Jinping, Emmanuel Macron, et on peut d'ailleurs élargir le sujet de la rencontre à Ursula von der Leyen avant-hier matin, enfin lundi 6 mai, matin à l'Élysée. Manque de réciprocité, manque d'équilibre, problématique autour de la symétrie, bref, d'avoir une sorte de relation un peu plus équilibrée et essayer de travailler à un rééquilibre de cette relation. Donc voilà un peu pour planter le décor, si je puis dire, de ce sujet. Ce qui est intéressant d'observer, j'en terminerai par là, c'est j'ai l'impression qu'on a un peu changé d'époque, c'est-à-dire qu'il y a encore 15-20 ans, il y avait une sorte d'espoir, peut-être d'illusion pour certains, mais d'espoir d'avoir une sorte de monde multilatéral, une volonté d'équilibre, une volonté de développement économique, etc. Aujourd'hui, on se rencontre. On reçoit, etc. Ça, c'est très bien, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est la marche du monde. Il suffit de regarder l'encadrement de ces rencontres. Xi Jinping est resté 48 heures à peine, en fait, à Paris. Il restera 3 jours à Budapest. C'est aussi significatif. On va y revenir. Mais maintenir un dialogue à haut niveau, c'est bien et normal. Ce qui n'empêche pas de gagner en fermeté. Ce qui n'empêche pas aux partis diplomatiques de protéger et de rappeler quels sont nos intérêts, quels sont les intérêts nationaux ou les intérêts européens. Il y a Wendy qui nous a rejoint. Salut Wendy. Wendy qui a une question, mais on va peut-être la poser après. Bon, je la pose tout de même maintenant. On va y revenir dans un second temps peut-être. C'est les laisser venir, les Chinois, donc avec leur voiture électrique subventionnée, va tuer dans l'œuf la possibilité d'avoir un essor européen dans ce domaine. Mais au moins, on aura fait notre transition grâce à la possibilité pour les personnes pauvres et moyennes d'acheter ce genre de voiture. Bon. Oui, non, mais c'est une question effectivement très importante et les Chinois jouent effectivement là-dessus, puisque ils disent que ça favorise la transition énergétique et l'économie verte, et c'est bien la difficulté, et ils n'ont pas tort. Et puis effectivement, pour certaines classes moyennes, c'est l'accès à des véhicules auxquels ils ne pourraient pas accéder autrement. Et quand on a décidé dans la législation, que je crois c'est en 2035, tous les véhicules devraient être électriques, finalement, on s'est un petit peu piégé nous-mêmes, et c'est effectivement la question aujourd'hui. Et alors, ce qui est quand même très frappant, c'est que pendant la période de zéro Covid, tout le monde pensait que la Chine s'était endormie, qu'il n'en sortirait rien. Et au sortir, on apprend que, en fait, elle est la première exportatrice en Europe de véhicules électriques. Et là, ça pose la question de la relation avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne et la France ne sont pas sur la même ligne, en réalité. L'Allemagne, pendant longtemps, avait été bénéficiaire dans son commerce avec la Chine, contrairement à la France, et elle disait c'est de votre faute, c'est parce que vous n'avez rien d'intéressant à exporter à la Chine, elle n'était pas très solidaire. Alors aujourd'hui, maintenant qu'elle est déficitaire, elle pourrait l'être davantage, mais ce n'est pas le cas. Même s'il y a des débats très importants en Allemagne, Scholz, le chancelier Scholz est allé il y a quelques mois en Chine avec tous ces industriels qui ont besoin de commercer avec la Chine. Et je rappelle souvent que quand on arrivait avant à l'aéroport à Pékin, il y avait une immense photo Das Auto, parce que pour les Chinois, la réussite, c'était l'automobile allemande. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a BYD qui veut dire Buy Your Dream, qui a remplacé Volkswagen. Qui a remplacé Volkswagen, qui veut dire acheter vos rêves, et voilà, et qui aujourd'hui effectivement porte le marché. Donc il y a un moment, il faudra choisir entre effectivement une transition énergétique rapide et l'accès du consommateur. Et puis alors, même Xi Jinping est allé et a évoqué justement pour la notion d'inflation, en disant ça évite une pression inflationniste. Mais encore une fois, il y a à la fois un paradoxe et effectivement un dilemme pour nous.
Salut Kyle, salut Ultima Chera. Christian Lecan, je vous ai coupé la chic tout à l'heure, pardon. Non, je voulais Salut Kyle aussi, pardon. simplement pour répondre aussi à la question de Wendy. C'est très juste de dire que dans la transition, finalement, ça peut aider les budgets moyens à accéder à des voitures propres. La question, c'est de savoir combien de temps dure la transition. C'est toujours la même affaire. Et je pense que ça ne doit surtout pas empêcher les Européens de penser à leur réindustrialisation. C'est un vrai sujet. Et là, je partage absolument ce que Madame Berman disait à l'instant sur la réaction des Allemands. Pendant fort longtemps, les Allemands ne voulaient même pas que l'on parle de politique industrielle. C'était un gros mot de parler de politique industrielle au niveau européen. Et là, les choses ont changé parce qu'ils ont eu à vivre des déboires, leur industrie très importante, notamment dans le domaine des panneaux solaires, où les industries allemandes ont perdu énormément d'argent. Donc, il est plus facile aujourd'hui de penser avec les Allemands à une politique industrielle qui soit plus volontariste au niveau européen. Et je pense que ça, c'est quand même dans l'intérêt de l'Europe. Donc il ne faut pas que nous réduisions nos efforts de ce côté-là au niveau de l'Union européenne. Emmanuel Véron, pourquoi la Chine est si résistible que ça ? Parce qu'on a pu penser à un moment qu'elle était irrésistible. Oui, c'est le titre de votre livre. Le titre du bouquin, c'est pour prendre un peu le contre-pied d'une image qui s'est construite sur les 40 dernières années, que c'était une sorte de puissance irrésistible, et que c'était l'ascension. Vous savez, depuis une bonne trentaine d'années, il y a deux lignes qui concernent la Chine. Il y a une ligne d'un côté qui dit la Chine est la prochaine première puissance globale, mondiale, qui dépassera les États-Unis à tous les niveaux. Et on a lu ça, écrit ça, pensé ça, évoqué ça, échangé sur différentes surfaces, sur différents... C'est demain, la Chine, c'est le géant, etc. On s'interroge aujourd'hui sur le PIB, sur la contraction de l'économie chinoise précisément, et je vais revenir d'ailleurs pour faire le lien sur les voitures électriques, sur ce sujet-là. Et il y a eu l'autre ligne qui était celle de dire the coming collapse of China. Alors on est sur Twitch, donc c'est très on mélange les langues. Donc le prochain effondrement de la Chine, quoi. C'est-à-dire que la Chine a 1000 problèmes sociologiques, politiques, environnementaux, etc., déséquilibres géographiques, des régions pauvres, des régions, etc. Et donc nécessairement va s'effondrer demain matin, vous voyez. Et probablement qu'on est un peu entre les deux lignes. C'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'effondrer demain matin parce que la Chine a une inertie considérable. C'est un vieux pays. C'est une civilisation qui est très ancienne, au moins 2 fois millénaire. Pas 5, ça c'est de la propagande, mais 2 fois millénaire au moins de continuité politique dans l'organisation même de la société, du pays, de la langue, de la culture, etc. Et le sujet qu'elle serait demain la grande puissance mondiale, et probablement aussi une construction politique de l'ordre de la propagande. Son PIB aujourd'hui est sensiblement, en 2023, est sensiblement celui de l'Union européenne consolidée à 27. Tandis que les US, les États-Unis, sont aujourd'hui à 25 000 milliards de dollars. Donc si on revient sur les chiffres, 25 000 milliards de dollars de PIB en 2023 pour les États-Unis. Et en Chine, on est autour, corrigez-moi si je raconte des âneries, autour de 17 000 milliards de dollars, peut-être 18 000 milliards de dollars, à peu près pour 2023. J'en reviens aux voitures électriques, sur les logiques résistibles. S'il y a une offensive chinoise industrielle de vente, plus que de construction d'ailleurs, des véhicules en Europe occidentale, à ceci près qu'en Europe centrale, avec des négociations sino-hongroises, il y aura des usines et des assemblages de construction de véhicules électriques chinoises, notamment BYD, le BYD, l'un des grands consortiums automobiles chinois. Et un deuxième dont je viens de manger le nom, qui est en cours de discussion, mais plus discrète a priori, mais qui est chinoise aussi, dont je viens de manger le nom, ça va me revenir. En tout cas, BYD est confirmé pour Budapest. C'est bien parce qu'il y a une logique, une offensive, il y a une stratégie derrière chinoise industrielle de précisément regarder l'Europe comme un marché consolidé captif. Et c'est ce sur quoi la Chine s'est appuyée par le passé pour dégager des actifs. C'est-à-dire que nous, notre pouvoir d'achat étant supérieur à 400 millions d'Européens, supérieur au équivalent de 200 à 250 millions de Chinois sur les 1,3 milliard,
la supposée classe moyenne chinoise, et que, avec le Covid, mais avant et le Covid et après le Covid, l'économie chinoise se contracte, est moins productive, moins compétitive, plus douloureuse, plus compliquée, notamment liée à des mesures politiques de contraintes, de très fortes contraintes de l'économie chinoise, de la contraindre, et de plus que contraindre, d'asphyxier l'entreprise privée, l'entrepreneuriat privé, l'initiative privée. Bref, l'économie chinoise est moins florissante, moins costaud, moins dynamique que la grande époque des JO 2008, par exemple, à Pékin. Ce qui fait donc quoi ? Que la machine industrielle chinoise continue de tourner, mais dégage des surcapacités. Ce que Xi Jinping, par ailleurs, dans sa déclaration post-rencontre avec Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, dit être un mensonge. Non, il n'y a pas de surcapacité chinoise. Si, il y a des surcapacités chinoises, comme il y avait des surcapacités chinoises au lendemain de la crise des subprimes, 2007, 8, 9, 10, ou en tout cas 2008, 9, 10. Parce que la machine chinoise avait relancé l'économie et donc avait dégagé des surcapacités industrielles, notamment ciment, acier, voire du bois, des choses comme ça dans la construction, et que c'était l'une des deux mamelles de l'investissement dans les grandes infrastructures en Chine, et donc qu'il y a eu ce besoin de sortir ces surcapacités industrielles, ce qui s'est traduit en large partie par le fameux programme des routes de la soie. Sortir des surcapacités industrielles. Aujourd'hui, on est sur des surcapacités industrielles ciblées chinoises, notamment secteur automobile, photovoltaïque et des batteries. Et quel est le marché cible pour absorber ces surcapacités industrielles ? Eh bien, regardez le port d'Anvers, regardez le port de Rotterdam pour le véhicule électrique et regardez dans nos mix énergétiques européens la montée en puissance du photovoltaïque, voire de l'éolien, et puis pour des usages de batteries de différents objets. Sylvie Berman. Oui, la question qui a été évoquée au début par Emmanuel Véron sur la possibilité effectivement de résister à la Chine, des difficultés économiques, structurelles aujourd'hui de la Chine. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué qui est le vieillissement de la population qui risque de diminuer de moitié à la fin du siècle. Et donc il y a des questions qui se posent et on se demande finalement si c'était un vieux débat, la Chine ne sera pas vieille avant d'être riche, comme ça a été le cas pour le Japon. Et les Américains qui ont complètement paniqué à l'idée que la Chine pourrait devenir la première puissance. Et d'ailleurs, cette nouvelle guerre froide, ce blocus technologique, vise toujours à empêcher effectivement la Chine de devenir la première puissance. Et aujourd'hui, les Américains se demandent si la Chine n'a pas atteint son pic. Effectivement, avec, bon, évidemment, il ne pouvait plus y avoir une croissance à 2 chiffres, c'était impossible, mais... Et curieusement, tout en se posant cette question-là, il continue à avoir très peur, effectivement, d'être remplacé par la Chine. C'est ce qu'on a appelé le piège de Thucydide entre Sparte et Athènes, où Sparte, confirmée, a eu peur de la puissance montante de Athènes, ce qui, à l'époque, avait conduit à la guerre du Péloponnèse. C'est le premier point. Oui, les surcapacités, c'est ce qui avait précisément justifié les routes de la soie, mais à l'époque, il l'avait dit. Ça avait été très, très clair. Mais le vrai problème de la Chine, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à transformer la croissance chinoise. C'est-à-dire que même à l'époque où j'étais, ça remonte il y a 10 ans, il y a eu des textes, il y a eu des réunions du plénum. Et l'idée, c'était d'avoir une croissance plus qualitative, qui ne soit plus tirée par les exportations et les grands investissements, mais qui soit tirée par la consommation. Et en fait, ça ne marche pas. Et 10 ans après, on est dans la même situation. C'est-à-dire pourquoi ils veulent vendre leurs voitures à l'Europe ? C'est parce qu'ils ne peuvent pas les vendre en Chine. Alors il y a plusieurs raisons à cela, mais le fait qu'il n'y ait pas assez de protection sociale et donc la population continue d'épargner au lieu de consommer, en particulier pour la retraite, pour la vieillesse, pour les soins médicaux. Salut Yann, salut Caradoc, salut aussi Billy Ryder, Christian Lecan. Oui, je voudrais dire un mot sur l'Union européenne. Ce qui est assez remarquable dans l'efficacité de la diplomatie chinoise à l'égard de l'Europe, c'est qu'ils utilisent à la fois le multilatéralisme européen et le bilatéralisme, c'est-à-dire les relations privilégiées, où là, ils le basent plutôt sur des relations politiques ou idéologiques. Mais dans le fond, quand ils font un voyage, comme ça va être le cas bilatéral à Budapest, c'est aussi pour se dire que l'installation éventuelle d'usines en Hongrie vont pouvoir
profiter de la libre circulation des biens et des marchandises en Europe. Donc ils jouent absolument sur les deux registres. Et ils ont aussi en ligne de mire les futurs États de l'Union européenne. D'ailleurs, dans ce groupe d'amitié qui a commencé à 17, qui est à 14, je crois, aujourd'hui, Nicolas, c'est ça mieux que moi, il y a des États membres de l'Union européenne, mais il y a aussi des États candidats, dont la Serbie. Et donc, ils se ménagent toujours cette possibilité de jouer à la fois la stratégie bilatérale et la stratégie multilatérale. Et c'est ce qui rend, à mon avis, l'élaboration d'une politique européenne complète, d'une grande stratégie européenne à l'égard de la Chine difficile. Oui, absolument, parce qu'il y a les divisions que vous venez d'évoquer et qui sont d'ailleurs de plus en plus importantes. Mais une chose que je voulais mentionner, c'est qu'en fait, contrairement à la Russie, qui considère qu'il y a un Occident collectif et que les Européens ne sont que les vassaux de Washington, donc estime que c'est pas la peine de nous parler, la Chine, au contraire, a toujours eu une politique européenne parce qu'elle considère que ça peut être un contrepoids vis-à-vis de leur adversaire américain. Donc ils essaient de cultiver l'Union européenne, de faire une offensive de charme. Au moment de la crise de l'euro, en fait, ils ont acheté de l'euro ce qui leur avait été demandé et ce qui avait aidé l'Union européenne à cette époque. Donc ils le font, alors comme vous le dites, à la fois les instances multilatérales, mais parce qu'ils savent aussi que la force de la Commission, c'est ses prérogatives sur le plan commercial. Absolument. Même si effectivement, les États ont un rôle important. Donc la France, elle a un statut spécial parce qu'elle est membre permanente du Conseil de sécurité, parce qu'elle est dotée de l'arme nucléaire et qu'on a établi un partenariat stratégique depuis longtemps. Et puis il est vrai que la France a toujours des idées au sein de l'Union européenne. Les autres pays, c'est pour s'assurer, parce que leur rêve, ce serait d'avoir une autonomie stratégique de l'Europe et qu'en fait, on puisse faire le poids contre les États-Unis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des interrogations sur ce que serait une politique, alors ce que dit Emmanuel Macron, une politique d'équilibre entre Washington et Pékin, tout en précisant que équilibre ne veut pas dire équidistance, puisqu'on est allié des Américains, mais on n'a pas envie non plus de se rallier à une croisade qui ne correspondrait pas aux intérêts de l'Europe ou de la France. Mais faute de cela et du soutien de tous les partenaires, évidemment, ils cultivent ceux qui sont les plus proches d'eux. Par exemple, la Hongrie, qui ne risque pas de leur reprocher un soutien à la Russie. Et puis, les Serbes, parce que la Chine n'aime pas beaucoup l'OTAN et comprend d'ailleurs la position de la Russie à cet égard. Quand on explique que l'OTAN est une alliance défensive, ils ont beau jeu de rappeler le bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade. Et d'ailleurs, ça correspond à l'anniversaire de ce qui a été en réalité une erreur de l'OTAN. Bien évidemment, ce n'était pas délibéré, mais les Chinois instrumentalisent cela. Donc ils veillent à avoir des soutiens au sein de l'Union européenne. Ton nom pseudo est imprononçable, donc je vais le PPXBM. Salut PPXBM, qui nous dit l'histoire a appris à la Chine que la meilleure défense c'est l'attaque. Personne en Chine n'a oublié le sac du palais d'été. Emmanuel Véron, sur le sujet qui vous préoccupait au moment où vous vouliez prendre la parole. Ou si vous voulez répondre à PPXBM. Le sac, non, c'est un sujet important. Il y a précisément justement sur cette période-là le sac du palais d'été. Peut-être que vous pourriez rappeler un peu le contexte, faire un petit encadré pour ceux qui nous rejoignent, qui ne savent pas ce que c'est que le sac du palais d'été. On est en pleine géopolitique du 19e siècle. Donc ça intéresse beaucoup Sciences Po d'ailleurs. Dont nous avons un éminent représentant. et sur l'histoire contemporaine, j'entends. Le sac du palais d'été fait l'objet de ce qu'on pourrait qualifier en Chine d'une forme d'hypermnésie, qui est en miroir d'une amnésie sur le reste. Je m'explique rapidement. Un souvenir prégnant. Voilà, un souvenir très très prégnant et qui est régulièrement mis sur la table, entretenu, savamment entretenu, etc. Il y a une période qui nous intéresse, pour ça que je mentionnais l'histoire contemporaine.
l'actuel régime en Chine, République populaire de Chine, donc proclamation de la Chine en 1949, a, comment dirais-je, toiletté l'histoire qui lui précède. Et notamment le siècle qui précède la prise du pouvoir des communistes et l'instauration d'une Chine nouvelle, pour reprendre les termes chinois, Xinhua, Chine nouvelle, eh bien, fait une logique de l'hypermnésie du siècle qui le précède en le qualifiant de siècle de la honte, siècle des humiliations, qui correspond à une montée en puissance des empires coloniaux, des empires européens notamment, principalement européens, mais pas uniquement. Leurs voisins japonais procèdent du même essor, enfin de la même d'ambition territoriale, d'ambition politique, etc., qui débordent très largement leurs frontières, bref, des logiques impériales. Et installe la Chine dans une logique de doute absolu. L'Empire chinois dans une logique de doute absolu. Première guerre de l'opium, deuxième guerre de l'opium, donc grosso modo on est à la moitié du 19e, pour faire simple, et voit arriver sur son territoire des troupes occidentales, se livrant effectivement au sac du palais d'été, à des formes de pillage, des formes de violence, etc., qui sont bien évidemment un fait historique. Et pourquoi je parlais d'hypermnésie ? Parce que cette période-là... On a Wendy qui nous dit c'est peut-être un peu vieux comme événement, on ne base pas ses relations actuelles sur des événements aussi anciens. Vous êtes en train de dire qu'en partie si. Exactement, en fait, c'est de l'ordre de la construction, d'où l'hypermnésie, d'avoir un regard sur l'histoire qui est toiletté à dessein pour légitimer l'actuel régime, pour légitimer les institutions, ce qui est une construction humaine et politique assez classique, si je puis dire. Et le régime chinois s'est construit là-dessus, sur ce fameux siècle de la honte, qui commencerait, et de cette logique de revanche sur ce siècle de la honte, de dommages infligés par des empires, notamment occidentaux et politiquement. Le Japon aurait une place dans ce dispositif-là, pour différentes raisons, on ne rentre pas dans le détail, mais aurait une place aussi, au même titre que la puissance américaine montante alors, puis passant le 20e, mais quid de la Russie dans cette affaire, ou de l'Empire russe dans cette affaire, bref, une logique contemporaine qui commencerait milieu du 19e siècle, le siècle de la honte, avec défaite des guerres de l'opium, etc., puis sac de palais d'été, chute de l'Empire chinois, effondrement, effritement et convulsion interne à la société chinoise, aux mouvances politiques chinoises, qui voient l'établissement de la République de Chine au tournant du XXe siècle. Et également l'émergence de mouvances qui ne sont pas chinoises, mais d'obédience soviétique avec des envoyés spéciaux, et de la révolution soviétique, et la naissance d'un nouveau type d'État, de l'État socialiste, après 17, et de la fondation en 1921 du Parti communiste chinois, qui prend le pouvoir en 1949, qui vient clore cette période d'hypermnésie et de ce besoin de revanche de la Chine sur ce passé, en 1949. Donc ça, c'est très intéressant de bien comprendre l'ADN dans la construction et de la légitimisation du pouvoir actuel. Et je disais en miroir de l'amnésie, on n'a pas une si grande insistance sur des massacres depuis 1949 aujourd'hui, imputés directement aux responsabilités du régime. Je pense au mouvement des sans-fleurs, on élimine les intellectuels. Je pense aux famines immenses du grand bond avant, avant-après, grand bond avant et après. 30, 40, 50, peut-être plus millions de morts, puis révolution culturelle, X millions de morts là aussi, difficile d'avoir une historiographie complète et précise, mais on est dans de millions de morts. Bref, des violences humaines terribles qui sont directement liées au régime. Et là, on a une amnésie quasi absolue. Et je ne parle pas de Tiananmen, dont la génération qui a suivi a curieusement manifesté contre le confinement dans les rues de Shanghai, de Pékin, à la fin de l'année 2022. Donc il y a ce sujet-là de la logique amnésie et hypermnésie au regard de l'histoire dans un régime qui a le souci de fondamentalement toiletter l'histoire. Et ça infuse très largement dans les relations internationales. Alors, je crois que tous les pays ont un roman historique, un récit national. Ce que dit Emmanuel Véron, c'est qu'un peu plus que les autres. Et la Chine,
Oui, un peu plus que... Non, mais pour la Russie, c'est la forteresse assiégée de la période tsariste, c'est l'humiliation des années 90, ce qui n'est pas faux non plus. Alors effectivement, ils bâtissent là-dessus. Enfin, il faut quand même rappeler ce qu'a été la guerre de l'opium. C'est-à-dire que les Britanniques avaient un déficit commercial avec la Chine parce qu'ils achetaient le thé, la porcelaine et qu'eux n'avaient rien à vendre à l'époque. Donc ils les ont forcés à recevoir de l'opium qui a détruit quand même une grande partie de la société. Ensuite, le sac du Palais d'été, c'est quand même une abomination. Et ça a été dénoncé à l'époque par Victor Hugo, disant il y a eu 2 bandits et une victime, et les 2 bandits, c'est la France et l'Angleterre. On a saccagé, c'est l'équivalent de Versailles. Donc on peut comprendre que ce soit inscrit dans leur histoire comme un siècle de l'humiliation, comme également tous ces traités inégaux, où en fait ça a été le dépeçage de la Chine. Et il y a même des caricatures de l'époque. Il y en a une, on se souvient, où le gâteau est partagé par toutes ces puissances. D'ailleurs, il faut rappeler que la Russie est un des pays qui avait le plus profité justement de cela, même si aujourd'hui, justement, avec l'amitié retrouvée, on n'en parle pas beaucoup. Mais ça correspond quand même à une réalité pour un pays, pour un empire qui a été le plus grand au monde et qui s'est trouvé dans une situation de faiblesse, d'humiliation et puis de dépeçage par les puissances impérialistes. Bon, après que ce soit mis en avant, c'est autre chose, parce qu'il y a une volonté d'instrumentalisation, mais on ne peut pas nier cela dans la psyché collective des Chinois. Christian Lequen. Oui, je pense que cette question de l'instrumentalisation de l'histoire, d'abord, on la retrouve dans tous les régimes politiques, mais dans les régimes autoritaires, ça se traduit souvent par un révisionnisme officiel. C'est ça la différence. Regardez Poutine. Et Poutine est devenu en quelque sorte l'historien en chef de la Russie. C'est lui qui dit quel est le bon narratif ou le bon récit. Donc chez les Chinois, il y a forcément la même chose en raison de la nature autoritaire du régime, même si effectivement on ne peut pas nier que le 19e siècle n'a pas été toujours très glorieux pour les actions de l'Europe, tout simplement parce qu'on était dans la période de la colonisation, voilà, où on était persuadé du côté européen que l'on amenait le bien et qu'on amenait la supériorité de la civilisation. Là où les Chinois aussi peuvent en profiter, c'est que cette thématique de la décolonisation et de la fin de la supériorité du monde occidental, c'est une thématique qu'on retrouve dans le Sud de manière générale, partout. Donc pour eux, c'est un point d'appui absolument évident, ce qui pose ici la question de savoir comment ils perçoivent les Russes. Ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'ils les perçoivent comme faisant partie du monde blanc ou pas, hein, voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour revenir sur un point concernant la relation entre la Russie et la Chine actuelle. C'était l'objet de ma question précédente, donc allez-y largement. Je partage ce qui a été dit sur, bien sûr, le fait que les Chinois essaient de profiter au maximum de la relation avec Moscou pour affaiblir l'Occident, ça c'est absolument évident. Et en même temps, j'ai plutôt le sentiment qu'ils mettent des limites aussi par rapport à Poutine. Notamment, il y a 2 choses qui me semblent importantes pour les Chinois. La première, c'est qu'ils n'aiment pas trop qu'on parle de remise en cause des frontières. Ça, c'est une chose qu'ils n'aiment pas du tout. Et deuxièmement, ils n'aiment pas qu'on fasse joujou avec l'arme nucléaire non plus, hein. Et donc, les déclarations de Poutine sur la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire tactique, enfin, c'est moins le cas maintenant qu'au début du conflit. À mon avis, ce sont des choses que les Chinois n'aiment pas beaucoup.
Une remarque à propos du récit national. Même les Américains en ont un. Quand Joe Biden dit les États-Unis sont fondés sur une pensée unique, généreuse, pas sur la population, pas sur l'ethnie, la religion, ou bon. Paul Auster, qui vient de mourir, et qui est quand même un grand écrivain contemporain américain, dit en réalité, les États-Unis se sont construits sur 2 crimes. Le premier qui est le génocide des Indiens et le deuxième qui est l'esclavage. Donc tous les pays ont leur récit national et on ne va pas parler de la France ici et on l'exploite toujours vis-à-vis des autres. Maintenant sur l'amnésie, je suis bien évidemment d'accord, il y a des sujets dont on ne peut même pas parler et quant au 4 juin 89, ça n'existe pas. Et alors les internautes chinois ont essayé de le contourner en parlant du 34 mai, c'est-à-dire en ajoutant 4 jours au mois de mai. Et il y avait toujours un peu un jeu du chat et de la souris, parce qu'il y a une censure totale sur ce sujet. Et les jeunes Chinois ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé à ce moment-là. Sur la relation entre Pékin et Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est quoi la marge de manœuvre du président chinois ? C'est quoi la limite acceptable pour lui ? Donc, Christian Lecaille nous avait dit, donc c'est la frontière, c'est l'arme nucléaire. Emmanuel Véron ? Alors... Bon, ma question, en résumé très simple et plus grossière, c'est qu'est-ce que la Chine peut faire, qu'est-ce que la Chine va faire, et qu'est-ce que la Chine veut faire ? Souvenons-nous de, et c'est très récent, début février 2022, alors il y avait d'un côté l'environnement, rappelez-vous, du début de l'année 2022, notamment la hausse significative du prix de l'électricité au Kazakhstan, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, pour différentes raisons d'ailleurs, d'interdiction en Chine des bitcoins et donc d'une sortie de tout le trafic bitcoins vers le Kazakhstan qui est extrêmement consommateur énergétiquement parlant, qui a fait exploser la note d'électricité du Kazakhstan et des mouvements notamment ce qui était en partie lié à ça, des mouvements de contestation au Kazakhstan et un envoi de troupes russes au Kazakhstan. Ça, c'était janvier 2022, alors même qu'on avait, si on écoutait nos alliés américains, des mises en alerte très très fortes sur attention, Poutine masse des troupes. Et c'est pas simplement un exercice ou une revue, vous voyez. On est aujourd'hui dans un jour de commémoration en 8 mai, c'est pas simplement une cérémonie, une revue, il y a une massification des troupes à la frontière ukrainienne. Ça, c'est le contexte fin 21, début 22, et puis non, avec ça. Je reviens à février 22. JO d'hiver, Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Peut-être, je crois, la seule ville au monde d'ailleurs qui aura accueilli en un espace de temps aussi court à la fois les JO d'été, des JO d'hiver. Donc on voit la diplomatie, le poids de la diplomatie chinoise dans les décisions, le poids de la Chine finalement, les institutions internationales qui n'est pas rien. L'invité de marque de Xi Jinping, le président russe Poutine, et qui vient donc voir son homologue chinois pour discuter de plusieurs sujets. La relation sino-russe, des logiques de négociation sur des terres en Extrême-Orient russe, du lac Baïkal jusqu'à Vladivostok, là où précisément depuis plus d'une décennie, allez, soyons plus précis que ça, en fait 2 bonnes décennies, même un peu plus, une montée en puissance des intérêts économiques chinois sur le territoire russe et de la population chinoise sur le territoire russe, en Extrême-Orient russe, d'Irkoutsk, du lac Baïkal jusqu'à la Vladivostok. Et qu'il y aurait dans ces négociations sino-russes la possibilité d'un bail en fait de ce territoire pour la Chine, cédé par la Russie. Et donc on voit bien que cette relation-là est de facto très déséquilibrée, en faveur de Pékin. Donc ça, j'espère continuer d'explorer des éléments de réponse à votre question. Vous y êtes parfaitement. Et il y a, dans la discussion entre Poutine et Xi Jinping à ce moment-là, à la veille de l'inauguration, du lancement, du coup d'envoi des JO d'hiver, il n'y avait pas de neige, que de la neige artificielle. Mais en tout cas, les discussions, elles n'étaient pas artificielles. Probablement, l'avertissement de Poutine à Xi Jinping, je vais entrer en Ukraine. J'ai le go ou pas le go ? Feu vert ou pas le feu vert ? Attends la fin des JO. Fin février 22, invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Après, il y a le sujet du nucléaire. Et est-ce que c'est une ligne rouge pour Xi Jinping ?
personnellement, et ça c'est vraiment... J'en sais rien. À côté de cela, on sait que la Chine prolifère à mort. C'est peut-être un des pays qui, depuis 5 à 10 ans, prolifère le plus. Qui a les ingénieurs, qui a des programmes, qui a les lignes budgétaires, comme on dirait, qui a les sites et les installations idoines développées pour cette prolifération, notamment dans une logique où on a une prolifération très significative d'un vecteur terrestre, c'est-à-dire des silos, mais également qui développe très fortement la dimension et des vecteurs aériens ou des vecteurs navals, qui ne sont pas encore complètement finalisés, mais en tout cas la dimension terrestre et aéroterrestre est significative, puisqu'aujourd'hui on aurait 500 têtes, alors qu'il y en avait moitié moins il y a encore 5 entre 5 et 10 ans. Il y a Sylvie Berman qui meurt d'envie de vous répondre. Non, ce que je pense, mais ça on n'a évidemment pas la preuve, Pardon c'est si que je vous ai coupé, Emmanuel Véron. le contact entre Xi Jinping et Poutine a dû intervenir avant les JO, pour une raison très simple, c'est que l'intervention en Géorgie a eu lieu en 2008, justement le premier jour des JO d'été à Pékin, et que bien sûr Xi Jinping ne voulait pas de récidive. Il a vu comme nous le déploiement aux frontières de l'Ukraine, et je pense que le contact a eu lieu avant cela, parce que sinon il craignait que ça se passe aussi au début des Jeux Olympiques. Mais ça revient un peu au même, effectivement. Il lui en a parlé, mais ce qu'il a vendu, c'est une opération militaire spéciale de quelques jours, et pas une guerre, parce que la guerre, il n'y croyait pas. Maintenant, sur les relations entre la Russie et la Chine, ce sont des relations qui sont tumultueuses depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis qu'ils ont commencé à avoir des relations. Il n'y a jamais eu de véritable confiance, et la période de l'alliance sino-soviétique a sûrement été une des pires. Elle a débouché sur un conflit meurtrier. Et donc il n'y a pas de sympathie, d'amour, d'intérêt entre les peuples. Mais les dirigeants ont fait un choix qui est un choix raisonné. Ils ont un ennemi commun, qui est les États-Unis, et encore une fois, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et c'est cette logique-là qui fait qu'ils ont déclaré une amitié sans limite, qui n'est pas une alliance. Les Chinois ne concluent plus d'alliance avec aucun pays. Ça s'est trop mal terminé la dernière fois. Mais je crois que ce lien est durable pour cette raison, parce que l'attitude des États-Unis et vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Russie ne va pas changer, que la Chine aura besoin peut-être un jour de la Russie. Taïwan reste une interrogation, on ne sait pas du tout ce qui se passera, mais en tout cas, la Russie restant quand même un grand pays et membre permanent du Conseil de sécurité. C'est pour ça que Xi Jinping a besoin de ce lien. Ils se sont rencontrés, mais plus d'une vingtaine de fois. Et en fait, il y a eu beaucoup d'inquiétudes de la part de la population russe sur une possible... On parlait d'invasion d'un pays surpeuplé dans une région désertique, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'en réalité, les Chinois, ils investissent dans la partie occidentale de la Russie parce que c'est beaucoup plus rentable. Et Vladimir Poutine faisait chaque année à Vladivostok un forum économique où il attirait, moi j'y étais en 2019, quand Xi Jinping avait été invité avec ses équivalents coréens et japonais, enfin sud-coréens. Et en fait, les Chinois n'étaient pas très chauds pour investir dans cette région parce qu'ils pensaient que ce n'était pas rentable. Donc, mais encore une fois, les inquiétudes demeurent de la part de la population russe. C'est une relation qui est totalement asymétrique aujourd'hui, mais elle l'est depuis des années. Et ça, aussi bien Pékin que Moscou le savent, mais chacun, pour des raisons différentes, y trouve son compte. Oui, je voudrais revenir sur la question du nucléaire. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre, d'un côté, le développement de la prolifération, ça, je partage absolument le fait que tous les signes que l'on a depuis la Chine, c'est que les Chinois prolifèrent, et l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est pas la même chose. Dans le fond, je pense que ce que les Chinois n'aiment pas, c'est le fait qu'on puisse être vocal en invoquant la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Dans le fond, ils sont dans une conception assez classique de la dissuasion. C'est important d'avoir l'arme nucléaire, c'est important de proliférer
pour justement être puissant, mais ne pas l'utiliser, en quelque sorte. Voilà. Et c'est pourquoi je pense qu'on peut proliférer tout en étant sceptique sur le fait qu'on annonce dans le discours, comme ça a été fait par Poutine et certains de ses proches, la possible utilisation de l'arme nucléaire. Oui, et ça, je suis d'accord. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui inquiète profondément les Chinois, c'est ce qui se passe en Corée du Nord aujourd'hui, et c'est cette coopération dans ce domaine avec la Russie. Parce qu'autrefois, la Chine pouvait plus ou moins contrôler la Corée du Nord. Ce n'est pas vrai avec l'actuel dirigeant, et la coopération avec Moscou risque de conforter beaucoup Kim Jong-un et de l'inciter à des mesures déstabilisatrices, et c'est la dernière chose dont la Chine a envie à ses frontières. Parmi les questions qui n'ont pas été abordées, il y a celle des Ouïghours, qui sont une minorité persécutée, rééduquée dans des camps, violemment réprimée. Les droits de l'homme, c'est un peu le sparadrap qui colle au basque du président français, dès qu'il accueille un dictateur. On peut dire que c'est un dictateur d'une certaine manière. Dans l'histoire politique, c'est le secrétaire d'État aux droits de l'homme qui a souvent la tâche pas facile de commenter la venue d'un dictateur en marge de la visite. La dernière titulaire de ce poste, c'est Ramayad, je crois. C'était il y a 15 ans, Ramayad. Depuis, le portefeuille des droits de l'homme n'a plus connu de ministre ou de secrétaire d'État attitré. Les droits de l'homme en diplomatie pour la France, c'est terminé. On peut encore faire quelque chose ? Question à la diplomate peut-être. Alors, je me souviens très bien de ce que Ramayad disait, puisqu'à l'époque, j'étais directrice des Nations Unies, organisation internationale. Est-ce qu'on préfère ne plus rien dire, puisqu'on sait que ça ne sert à rien ? Parce que je travaillais avec elle, et elle dit, quand on évoque les droits de l'homme dans une rencontre, ça gâche l'atmosphère. Ce qui est vrai. Alors, ce qui a changé, c'est le rapport de force entre la Chine et les pays occidentaux. C'est que la Chine se sent plus forte aujourd'hui et qu'elle ne tolère pas que ce soit évoqué, en tout cas à voix haute, ou que ce soit une condition des relations. Maintenant, ça n'empêche pas la France d'évoquer le sujet, mais d'ailleurs, Emmanuel l'a dit, et il le dit, on le fait à huis clos. Alors, on peut se dire que ça n'a pas de conséquences immédiates, mais je pense quand même que... Emmanuel Véron ou Emmanuel Macron, madame ? Vous avez dit Emmanuel. Ah, j'ai dit Emmanuel ? Ah non, mais Emmanuel Macron, bien évidemment. C'est une conversation assez close. Je pensais que... Président de la République. Oui, non, mais bien sûr. Et en tout cas, il l'a dit tout à fait clairement, c'est qu'il ne ferait pas ces remarques de manière publique, parce que ça déclencherait des réactions brutales qui ne serviraient à rien. En revanche, je pense que les Chinois sont quand même attentifs aux remarques qui sont faites sur la situation des Ouïghours. D'ailleurs, ils ont beaucoup fait pour essayer de montrer qu'il n'y avait pas de persécution, que c'était des camps d'éducation par le travail. Bon, c'est des camps de rééducation. Et vous savez quel est le paradoxe ? C'est que quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il a supprimé les camps de rééducation. Et en réalité, pour les Chinois, il les a rétablis pour les Ouïghours. Et autre paradoxe, c'est qu'autrefois, il y avait une politique de l'enfant unique avec des avortements et des stérilisations forcées, alors que les minorités en Chine, au contraire, avaient droit à avoir plusieurs enfants. Question locale ? Oui, c'est une question très très difficile pour toutes les démocraties, c'est-à-dire on ne peut pas construire une diplomatie simplement sur la question des droits de l'homme. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'était un peu le grand rêve des dissidents, vous savez, en Europe centrale, au lendemain du changement de 89. Je me rappelle très bien en République tchèque, Havel et ceux qui étaient proches de lui nous disaient, nous, on va construire une vraie diplomatie autour de la question des droits de l'homme. Puis très vite, s'est posé la question de vendre les Škoda dans le monde entier, etc. Et voilà. Mais en même temps, il faut, en tant que démocratie, être conscient du fait que les discriminations existent et trouver les canaux pour le dénoncer, bien entendu. Là, je pense que les candidats aussi
à l'élection européenne ont fait ce travail aussi, c'est-à-dire qu'on a eu des prises de position de plusieurs d'entre eux, Raphaël Glucksmann et d'autres, parce qu'il y a évidemment un vrai problème avec les Ouïghours. Enfin, je veux dire, c'est pas de la blague, la discrimination des Ouïghours et les violences qui sont faites à cette minorité turcophone de Chine. Mais en même temps, quand vous êtes un grand pays comme la France, mais même un pays plus petit, vous êtes obligé aussi de parler avec des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et c'est toute la difficulté de la diplomatie. Voilà. C'est que parfois, en diplomatie, on est obligé de fréquenter des gens qui ne sont pas complètement fréquentables. Emmanuel Véron. Oui, sur le sujet des droits de l'homme, si on regarde les agences onusiennes des droits de l'homme, celle qui est en charge de ce sujet-là, de cette question-là, qui est en Suisse, me semble-t-il, on voit un travail d'influence et un poids considérable des États qui, a priori, ne sont en partie pas fondés ou proactifs sur ce sujet des droits de l'homme, des droits humains, etc. Plutôt des tyrannies ou plutôt des régimes autocratiques, etc. Et on voit le poids de la Russie dans ce conseil, dans cette commission. On voit le poids de la Chine dans cette commission. On voit le poids à l'ONU, voilà. Le poids parfois de l'Iran ou de la monarchie saoudienne, l'Arabie saoudite, dans ce... Pourquoi ? Eh bien, pour ramener progressivement le sujet à montrer que les démocraties ne sont pas très respectueuses des droits humains, etc. Donc c'est renverser la table, si je puis dire, précisément sur ce point à l'ONU, à l'instance onusienne, dans l'espace onusien. Donc c'est assez intéressant et significatif de voir ce sujet-là qui est en gros des régimes, pour paraphraser Christian Lequesne, pas ou peu fréquentables ou moyennement fréquentables, comprendre nos codes, une partie de nos codes, nos sensibilités, etc., les transformer et les réutiliser peut-être contre nous, à l'ONU. Sylvie Berman. Oui, très rapidement, dans la suite de ce que dit Emmanuel Véron, cette fois-ci, les pays arabes ont été travaillés par la Russie, enfin arabes et musulmans, pour qu'ils ne critiquent pas la situation des Ouïghours. Et là aussi, on arrive à une situation paradoxale où à un moment, à une réunion de l'OCI, enfin un sommet de l'OCI qui était l'Organisation de la coopération islamique, les Européens voulaient qu'il y ait un mot sur la situation des Ouïghours, et tous ces pays ont refusé catégoriquement en disant pas du tout, il n'y a pas de problème, on y est allé, les Chinois nous y ont invités, il se passe rien. Et la Turquie, alors que ce sont des populations turcophones et qu'il y a 50 000 Ouïghours réfugiés en Turquie, au contraire, on conclut un accord d'extradition avec la Russie. Donc c'est souvent les démocraties qui parlent effectivement des droits de l'homme et des pays qui devraient être concernés par la situation d'une population musulmane, au contraire, soutiennent la Chine. 13h01, passé de 28 secondes, et je vois que mes 3 prochains intervenants sont arrivés. Le mot de la fin, Christian Lequesne. Écoutez, le mot de la... c'est la patate chaude, oui, la fin. La patate chaude, c'est de dire que, on ne peut que constater quand même une évolution du système politique chinois vers un autoritarisme qui est beaucoup plus marqué. Je pense que la Chine d'aujourd'hui n'est pas complètement celle que Mme Berman a connue lorsqu'elle était ambassadeur à Pékin, et en même temps, dans la reconfiguration du système international et des puissances mondiales, on ne peut pas se passer d'avoir des relations avec ce pays. Voilà, donc ça nous amène aussi à nous interroger de manière plus générale à quel est le poids aujourd'hui de l'Occident. Quand je dis l'Occident, c'est l'Europe et les États-Unis par rapport à la réorganisation de la puissance mondiale. Voilà. Emmanuel Véron, le mot de la fin. Le mot de la fin ? Ah oui. Non, simplement, le mot de la fin, et ça viendra peut-être donner une point de conclusion à ce qu'on vient de dire, c'est la diplomatie, bien évidemment, est nécessaire, est obligatoire, mais on peut être ferme, clarifier sa ligne diplomatique,
tout en ayant un dialogue. Enfin, je veux dire, c'est pas incompatible. On peut parler à Xi Jinping, on peut même le recevoir à Paris, comme on vient de l'observer, tout en étant clair avec soi-même, clair avec ses intérêts et ses valeurs. C'est pas incompatible. Madame l'ambassadrice, le mot de la fin. On dit Madame l'ambassadrice ou Madame l'ambassadeur? Écoutez, comme vous voulez, moi à l'époque, je me faisais appeler Madame l'ambassadeur parce que je trouvais que c'était plus clair. Mais votre livre, c'est Madame l'ambassadrice. Non, c'est Madame l'ambassadeur. Absolument. Madame l'ambassadeur, alors. Non. Pardon, Si vous permettez, lorsque je vous avais interrogé pour mon livre ethnographique du Quai d'Orsay, vous m'aviez dit que vous y teniez parce que Madame l'ambassadrice, c'était très souvent la femme de l'ambassadeur. Absolument, et qu'il y avait des confusions à l'époque, qui se poursuivent d'ailleurs de temps en temps, mais comme de plus en plus les jeunes femmes ambassadrices souhaitent se faire appeler comme ça, donc dans les médias, ça ne me dérange pas, mais je tenais à ce titre à l'époque. Non, je pense, effectivement, comme cela a été dit, que la Chine est incontournable, qu'on ne va pas l'isoler, qu'elle ne va pas disparaître, et donc il faut poursuivre le dialogue avec elle. Mais que, bien évidemment, ça n'empêche pas de défendre nos intérêts de manière extrêmement claire. Et quant à nos valeurs, c'est les réaffirmer, parce qu'on ne peut pas les imposer non plus. Il faut être conscient du rapport de force dans le monde. Et le monde a complètement changé avec l'émergence du Sud global, dont la Chine prend la tête. Merci, Madame l'ambassadeur. 13h04, passé de 39 secondes. Merci Emmanuel Véron, merci Sylvie Bermann, merci Christian Lequel, merci d'avoir passé ces 2 heures avec nous, d'avoir pris le temps de répondre à vos questions du chat. Je vous remets entre les mains bienveillantes de Mathis et je vous chasse Manu Militari in extenso.